Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre vraiment singulière, le Gorille en cuivre d'André da Silva. On a pas mal de matière pour en parler, des analyses pointues, sa bio, des parallèles avec les mythes, des regards critiques. Bref, on va essayer de décrypter ensemble cette sculpture monumentale et le parcours, bah oui, hors norme de son créateur. L'image de départ est forte, non? 260 kilos de cuivre façonné pendant 12 ans par un ancien pilier de rugby. C'est exactement ça. Et c'est une œuvre qui condense énormément de choses. Une histoire perso assez folle, une technique hyper exigeante, et puis une charge symbolique très très dense. Ça invite vraiment à plusieurs niveaux de lecture. C'est pas juste une statue, quoi. Alors commençons par l'artiste, justement. André da Silva. Né à Paris, 1975, il grandit dans le 18e. École Hermel, collège Roland d'Orgelès. Bon, un parcours parisien assez classique jusque-là, mais c'est après que ça devient étonnant. Sa carrière de rugbyman pro. Pilier, non? Ah oui, le poste de la force brute, du contact, Hein, c'est ça. et il a joué pour une sacrée liste de clubs. Racing, Limoges, Oyonnax, Orléans, Périgueux, Bourgoin, Toulon, l'ASvel Rugby, Nîmes, Stade Montois, Carqueiranne hier, et même international portugais, hein, Coupe du Monde 2007. Alors la question c'est comment on passe de la mêlée à l'atelier de sculpture? C'est la grande question. Mais en fait, il y a peut-être une forme de logique cachée. Les sources donnent un indice. Tout petit, il sculptait la mie de pain. Ah oui, Oui, des roses, des danseuses pour sa mère. Bon, c'est une anecdote, mais ce passé de sportif, c'est absolument crucial. C'est pas juste pour la bio, ça irrigue son art. Être pilier, ça lui a donné une compréhension euh, intime, presque charnelle de la dynamique des muscles, de la force, de la gravité, de la tension, de l'endurance aussi, l'imagine. évidemment. L'endurance face à la résistance. Là où un sculpteur académique chercherait l'anatomie parfaite, lui, il cherche ce que les textes appellent la vibration du vivant. Son corps a été son premier outil, tu vois, soumis à des forces énormes. Donc c'est pas une rupture, en fait, c'est une sorte de transformation. Exactement. Il transpose cette expérience physique. La discipline de faire du sportif, la résistance à la douleur, la persévérance, tout ça on le retrouve dans son atelier, dans ce face-à-face avec le cuivre pendant 12 ans. C'est un corps à corps. 12 ans. Oui, c'est une métamorphose de la force physique en énergie créatrice. Il dompte le métal comme il domptait l'adversaire ou son propre corps. Venons-en à l'œuvre, ce gorille. 260 kilos de cuivre, on l'a dit, mais c'est surtout la technique qui interpelle. Tout en fil de cuivre tressé, tordu, tissé. 12 ans de travail. Et la posture aussi, accroupie, stable, très ancrée. Une puissance contenue, disent les analystes. Et ce détail, la structure ajourée. Qu'est-ce que ça implique ça, concrètement? Ajourée, oui, ça veut dire qu'elle n'est pas pleine, massive. Le métal dessine les contours, les muscles, les tensions, mais il y a du vide entre les fils. Et ces vides sont aussi importants que le métal. Ça change tout. D'abord, pour la lumière. Ah oui, Bah oui, la lumière passe à travers, elle joue avec les fils de cuivre, crée des ombres qui bougent. Un clair-obscur qui anime la sculpture de l'intérieur. La lumière devient une partie de l'œuvre, pas juste un éclairage extérieur. donc la sculpture vit, elle change avec la lumière ambiante, c'est Tout à ça? fait. Elle respire avec la lumière. Et puis, ce tressage, ça donne une texture unique. Les textes parlent d'arabesques nerveuses, de superpositions spiralées. Ces enroulements, ça fait penser aux muscles tendus, bien sûr, mais on pourrait presque y voir des réseaux neuronaux, des circuits. C'est très organique alors. Exactement. La surface n'est pas lisse du tout. Elle est vibrante, nerveuse, tactile. Et paradoxalement, ça donne au cuivre, qui est froid, une sorte de chaleur organique. Sans parler de la couleur du cuivre lui-même, qui varie du rouge au brun, avec des éclats dorés. Ça évoque la chair, la terre, le feu. Une des sources utilise une expression très forte, hein, le cuivre comme peau mémorielle. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une très belle idée, hein. Ça veut dire que chaque fil garde l'empreinte du geste de l'artiste. Chaque torsion, chaque coup de marteau. C'est une trace physique de l'effort. La surface n'est pas juste une enveloppe, c'est une archive. Une transcription physico-chirurgicale, dit même une analyse de ce long combat. Toucher l'œuvre, bon, on ne peut pas en général. Ce serait comme lire l'histoire de sa création, une histoire de muscles et de temps. On peut même imaginer le son dans l'atelier, le martèlement répété, pendant des années. Et les vides, ces espaces ajourés dont vous parliez? Ils sont fondamentaux.
C'est pas juste des trous. Ça allège la masse visuelle, ça donne une respiration à cette densité de métal. Ça lui donne une présence puissante, mais pas écrasante. Une force maîtrisée, aérée. Au-delà de la technique, il y a le choix du gorille. C'est pas anodin. Les sources insistent beaucoup sur sa charge symbolique, les dualités qu'il représente. Oui, le gorille, c'est cet archétype fascinant. Il y a la force brute, primale, et en même temps cette sagesse tranquille, presque mélancolique. La brutalité et la tendresse, la nature sauvage et la civilisation. Il est sur ce seuil. Et l'œuvre de Da Silva joue sur tout ça. Le tressage lui-même devient symbole, la résilience, la patience de lier les choses, et puis le lien que l'artiste tisse entre son passé et son présent, la mémoire du geste qui crée du sens. Les analyses creusent aussi des parallèles mythologiques forts. Hercule, par exemple. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, le parallèle avec Hercule. Et oui, il est très parlant. L'œuvre est vue comme un 13e travail. Un 13e travail? Oui, un travail qu'il s'impose à lui-même, pas par obligation extérieure, mais par nécessité intérieure. Dompter cette masse de cuivre pendant 12 ans, c'est un peu rejouer les combats herculéens. Le cuivre devient son lion Némée, tu vois. Une bête qu'il ne tue pas, mais qu'il étreint, qu'il façonne, jusqu'à en faire cette fourrure métallique. Et les 12 années rappellent les 12 travaux. Chaque année, une nouvelle épreuve. Maîtriser, persévérer, endurer. Et le gorille lui-même, dans cette optique, c'est Hercule. Il peut être vu comme un Hercule. Apaisé, après les travaux. La force est là, mais elle est contenue, intériorisée. C'est devenu une conscience. Da Silva nous montrerait un Hercule moderne, non pas dans l'exploit fulgurant, mais dans la lenteur, la patience. Un héros de l'endurance créatrice. Passionnant. Et il y a aussi l'image du fil d'Ariane qui est convoquée. Notor. Ici, le fil de cuivre, c'est peut-être le chemin pour Da Silva pour sortir de son propre labyrinthe, celui du sport de haut niveau. Mais au lieu de fuir le monstre intérieur ou passé, il le sculpte. Le gorille devient une sorte de minotaure apprivoisé, sublimé. Donc le fil n'est plus une fuite, mais un ancrage. C'est la tarte de son itinéraire intérieur, pour relier la force physique et la force créatrice. Une autobiographie en cuivre. C'est vraiment une lecture très riche. Et il y avait aussi une petite note sur le symbolisme alchimique du cuivre. Oui, rapidement. Le cuivre, c'est Vénus. Beauté, harmonie, transformation. En le travaillant avec cette force qu'on pourrait lier à Mars, le dieu de la guerre, de l'énergie brute, Da Silva serait une sorte d'union alchimique. Il transforme la puissance en beauté rayonnante. Le gorille devient cet être d'équilibre. Avec tout ça, comment on situe cette œuvre dans le paysage artistique? Les textes disent qu'elle est un peu à la croisée des chemins. C'est vrai, elle n'est pas facile à caser. On sent des échos de l'art brut, par le côté autodidacte et l'intensité du travail. Mais elle dialogue aussi avec la grande sculpture, ceux qui ont travaillé la matière brute. Bourdelle, Germaine Richier, peut-être César. Par le métal, l'énergie, on peut penser aussi à des choses plus industrielles, comme Tinguely, ou aux recherches sur la force, chez les constructivistes, ou Richard Serra. Mais ce qui revient toujours, c'est cette humanité charnelle qui lui est propre, cette empreinte du corps. Les sources imaginent aussi comment différents critiques pourraient la voir, sans forcément les citer tous. Quelles seraient les grandes approches? Oui, bonne idée. On peut distinguer plusieurs angles. Certains mettraient l'accent sur le processus, la transformation du cuivre, le geste créateur comme sujet principal, un recyclage presque spirituel. D'autres, plus attachés à la figure, à la morale, y verraient un retour à une forme de monumentalité classique, une figure emblématique, un Hercule fatigué peut-être dans notre monde, une forme de résistance. Et puis, une troisième voie, plus contemporaine, analyserait l'œuvre comme un objet complexe, structure, surface, temps. Pas juste une statue, mais la trace d'une performance, d'une endurance, qui interroge notre rapport au corps, au travail, à l'ère numérique. La comparaison avec Jeff Coué, c'est intéressante aussi. Lui aussi a utilisé le primate. Quelle est la différence fondamentale? Ah oui, le contraste est total. Chez Koons, c'est la surface parfaite, lisse, le reflet, le bling. Michael Jackson and Bubbles, c'est une icône pop, liée à la célébrité, à la marchandisation. Chez Da Silva, c'est l'anti-Koons. La surface est rugueuse, elle raconte l'effort. L'émotion est dans la matière, pas dans l'image lisse. Son gorille, c'est l'intériorité, la force contenue. Pour simplifier à l'extrême, Koons polit pour vendre un spectacle, Da Silva tresse pour créer une présence chargée d'histoire. Une chère archive contre une surface spectacle. Et il faut rappeler que le gorille est une figure qui revient souvent dans l'art et la culture. Absolument. Symbole de sagesse en Afrique, puis chez nous ce miroir de l'autre.
bons sauvages ou monstres à la King Kong. Et plus récemment, icônes écolo-tragiques comme Harambe ou Pop chez Orlinski. David Wynne, Banksy, beaucoup s'y sont frottés. L'œuvre de Da Silva s'inscrit là-dedans, mais avec sa signature technique et personnelle très forte. Si on prend un peu de hauteur, philosophiquement, qu'est-ce que cette œuvre nous dit? Sur le travail, par exemple? Elle incarne, oui, une véritable éthique de la persévérance. La beauté qui naît non pas de l'instant, mais de la durée, de la répétition, de la contrainte acceptée et transformée. C'est une sorte de méditation physique, un éloge de la vertu de la lenteur, comme le disent les textes. C'est très à contre-courant de notre époque d'immédiateté. Et sur notre relation à l'animal, à la nature? Ou l'animal qui nous renvoie à notre propre complexité. Ce cuivre tissé, c'est peut-être un mythe moderne. Essayer de réconcilier le corps et l'esprit, la nature et la technique. L'artiste semble écouter la matière plus qu'il ne la force brutalement. Et le gorille devient cette archive vivante de la volonté humaine. Un témoignage de ce que la persévérance peut bâtir. Du coup, on comprend que sa valeur muséologique soit soulignée, avec une estimation rapportée à 300 000 €. Ce qui attire l'attention des institutions et des collectionneurs. En conclusion de cette exploration assez dense, le gorille d'André da Silva, c'est beaucoup plus qu'une sculpture animalière, même si elle est très impressionnante. C'est vraiment la rencontre d'un parcours de vie unique, d'une technique maîtrisée à l'extrême et d'une profondeur symbolique qui va puiser dans les mythes anciens tout en nous parlant d'aujourd'hui. Une œuvre de force, de patience, de matière et de lumière. Oui, et elle nous laisse avec cette réflexion sur la trace, sur cette peau mémorielle, dans un monde où tant de choses sont virtuelles, éphémères. Cette œuvre monumentale, forgée par 12 ans de gestes répétés, elle nous pose une question, je trouve. Comment la volonté humaine peut s'inscrire dans la matière, dans la durée? Comment notre propre effort, notre patience façonne quelque chose de tangible? Face à ce gorille, on peut se demander quelles traces on choisit de laisser, nous? Pas juste en surface, mais dans l'épaisseur du temps et de la matière. Une question à méditer, effectivement.